politique, on a développé ces dernières années toute une série de notions découlant de ce qu'on appelle communément la démocratie participative. La démocratie participative étant une notion impliquant et non plus désimpliquant le citoyen. Ça veut dire qu'on doit, pour la première fois, on doit revoir les discours et excite dans les discours le pouvoir qu'on attribue. Aujourd'hui, le pouvoir n'est plus un attribut. Si moi, Wally, ma préoccupation quotidienne est d'imposer mon pouvoir comme attribut, je serai tout à fait à côté de la plaque, excusez-moi l'expression, je ne serai plus dans la sphère de la gouvernance. Ce n'est plus le pouvoir comme attribut qui est essentiel, c'est le pouvoir comme relation qui est désormais mise en avant. Ce qui est important aujourd'hui dans ces relations de pouvoir, ce qui est important aujourd'hui dans le pouvoir, c'est sa capacité à nouer, créer, entretenir et valoriser la relation avec le citoyen. Autrement dit, ce sont des processus nouveaux qui naissent de la gouvernance, très forte capacité d'écoute, force de dialogue, de consultation, de négociation, d'échange, d'arbitrage, de confrontation politique aussi, et ce sont ces concepts qui doivent aujourd'hui nourrir et générer la décision politique, avec comme conséquence, forcément, l'implication et la responsabilisation du citoyen. Alors que dans la notion de gouvernement, le citoyen est désimpliqué, il ne participe pas à la construction de la décision politique. La communication qui découle de cette théorie du renouvellement des rapports entre l'État et le citoyen est une communication qui peut être générale, globale, elle peut être aussi thématique et sectorielle. Elle peut s'impliquer sur des thématiques comme le secteur du service public, comme l'habitat, comme l'économie, le transport, la sécurité, les questions sociales. Aujourd'hui, toutes ces thématiques peuvent avoir des politiques de communication sectorielle, comme on peut avoir une politique de communication générale sur une perception globale du développement d'une région, d'un territoire. Et les techniques utilisées aujourd'hui vont définir un modèle de pouvoir où la légitimité n'est plus forcément la légitimité politique telle qu'elle se conçoit dans la tradition, mais on rentre dans un nouveau modèle dans lequel la légitimité devient une légitimité gestionnaire. On vous donne une légitimité non pas parce que vous êtes détenteur d'un pouvoir en tant qu'attribut, mais parce que vous avez une qualité de gestion qui génère des bénéfices et qui valorise des résultats. Et ce modèle de légitimation nouveau dans la sphère du pouvoir permet d'assurer une proximité induite par une représentation nouvelle de la réception. Ça veut dire entre le pouvoir a une nouvelle perception de son pouvoir, qui se définit par la relation avec le citoyen, et le citoyen a une nouvelle réception, une nouvelle représentation de l'autorité qui le conduit à sanctionner ce pouvoir par une nouvelle forme de légitimité qui est la légitimité gestionnaire. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on fait des campagnes électorales au Maroc, qu'est-ce qui se produit? C'est que cette tendance naturelle du citoyen à suivre le schéma validé par les théoriciens qui consiste à dire « Bon, nous, on ne vote pas pour ces gens parce qu'ils font rien pour nous. On ne va pas voter par ces élus parce que ce sont des mauvais gestionnaires. » Donc c'est cette légitimité gestionnaire qui va supplanter la légitimité politique. On ne dit plus on va voter pour eux parce qu'ils représentent l'idéologie X ou l'idéologie Y, parce qu'il est communiste ou parce qu'il est capitaliste. On dit on vote ou on ne vote pas parce qu'il a ou il n'a pas la légitimité gestionnaire. Et la légitimité gestionnaire, elle se construit sur quoi? Sur la performance. Et la performance doit être sanctionnée à la fois par la qualité de la décision, mais aussi par l'argument de vente de la décision. C'est encore plus important quand on est dans une situation de crise de confiance vis-à-vis des gouvernants. Et c'est un peu le cas. Là, on est dans un schéma de transition au Maroc où nous avons encore une très grande frange de la population qui est encore habitée par des préjugés négatifs vis-à-vis de tout ce qui s'appelle l'autorité ou le pouvoir. On est dans une crise de confiance, et lorsqu'on est dans une crise de confiance, il faut investir encore plus dans la communication pour transformer les mentalités, pour conquérir la société et le citoyen. Donc on est face à une crise de confiance vis-à-vis des gouvernants qui impose d'expérimenter de nouvelles méthodes de débat public, comme celles que nous avons expérimentées avec Oujda City. Et aujourd'hui, il existe toute une série de supports
indépendamment des véhicules traditionnels, des intermédiaires traditionnels, de la presse, des médias, etc., les conférences citoyennes, les consultations Internet ou autres. Et cela pose, dans notre pays en particulier, la question du débat public. La question du débat public, non pas en propre, mais en tant que propédeutique sociale. Comment faire que ce débat public peut générer une transformation des mentalités et agir sur l'évolution des comportements, parce que c'est une inflexion à 180 degrés qu'il faut assurer sur certaines franges de la population. L'enjeu est un enjeu important. Comment faire passer le citoyen d'une situation de simple participation à des votes et à des consultations régulières, comment le faire participer d'une sorte de participation à la démocratie représentative classique, un enjeu démocratique de délibération. Comment le citoyen peut passer de la participation à la délibération, c'est un débat essentiel qu'il faudrait avoir. Mais pour cela, il faut intégrer, digérer toutes ces techniques qui permettent aujourd'hui, grâce en particulier au développement prodigieux des nouvelles techniques de la communication et de l'Internet, de permettre aux citoyens d'être un acteur direct dans les enjeux politiques. La communication publique est aujourd'hui une discipline très très largement reconnue. C'est une pratique qui intègre les organisations et les fonctions. Peut-être pas encore assez dans nos administrations, mais aujourd'hui, un peu partout dans le monde, la communication publique est une pratique professionnelle. Les administrations recrutent des profils de communication, dédient des services à la communication. Donc c'est une pratique organisationnelle et professionnelle. C'est un usage généralisé dans le champ public et parapublic, même non marchand, dans les administrations, dans les ministères, dans les services déconcentrés, dans les collectivités territoriales. Pas encore assez chez nous. Pas encore assez chez nous. C'est devenu une fonction de management essentielle. Aujourd'hui, un top manager qui n'intègre pas, dans le secteur public, qui n'intègre pas la communication dans sa démarche, eh bien c'est quelqu'un qui est voué à l'échec. Même dans des services qui traditionnellement étaient considérés comme des services souverains. Service de la gendarmerie, service de la police, service des forces auxiliaires, service de l'armée. S'il n'y a pas une communication qui permette le rapprochement, qui permet d'expliquer l'action et le résultat, qui permet d'anticiper, eh bien ils auront plus de travail, ils auront plus de crimes, ils auront plus de délits parce qu'ils n'ont pas été suffisamment agressifs en matière de communication pour agir sur les comportements. Et pour faire admettre, vous savez, pendant longtemps, chez nous, policier était égal à quoi? Était égal à gendarme avec le bâton. Alors que le policier et le gendarme, par essence, a pour fonction de protéger le citoyen au lieu de devenir l'ennemi du citoyen. Comment transformer cet essai, passer de l'idée d'un service, d'une fonction au service du citoyen à une fonction qui est contre le citoyen? C'est l'intégration de la notion de communication publique. C'est donc un élément de management essentiel. C'est un savoir. Ne fait pas de la communication qui veut. La communication est une science, est une technique, est une discipline. C'est un savoir, c'est un savoir-faire qui devient très professionnel. Parce que c'est non seulement une fonction nécessaire de gouvernance, mais c'est un levier essentiel de modernisation, de changement, de marchandisation des services publics, de conquête de l'adhésion sociale, de régulation politique. On peut réguler la société quand elle vous échappe, et de légitimation par la performance. C'est surtout cela. Vous ne pouvez être aujourd'hui, le Marocain ne vous reconnaîtra plus l'identité de détenteur de pouvoir, vous ne serez titulaire de pouvoir qu'autant que vous savez en user, qu'autant que vous produisez des résultats. La légitimation, encore une fois, par la performance. C'est donc un élément d'efficacité de résultat qui nécessite aujourd'hui des structures organisées. Or, on constate, moi qui vous parle, je n'arrive pas encore à l'échelle de la wilaya d'Oujda à mettre en place une structure de communication dédiée, parce qu'elle n'existe pas dans les organigrammes fixés par les textes au Maroc. Et on n'arrive pas à recruter des profils communication, ils n'existent pas dans les lois cadres de nos administrations. Donc nous sommes en retard d'une véritable révolution qui doit nous permettre, si nous voulons aller à la conquête du citoyen, comme nous l'avons fait à travers cette modeste expérience d'Oujda City, eh bien il faut forcément redoubler d'efforts et installer dans les administrations des services dédiés à la communication et au marketing public pour assurer ces rôles
de représentation, de changement de la représentation et de la perception de l'administration dans l'imaginaire public, à travers beaucoup plus d'écoute, un dialogue permanent, des forums de discussion, des remontées des besoins et des attentes, autrement que par les canaux classiques du muqaddam, du chef, de l'agent d'autorité, et pour plus de transparence de l'action publique. Et surtout, la fonction de communication est une fonction valorisante pour les hommes. Je peux vous dire que le succès que j'ai tiré personnellement de cette opération Oujda City est sans doute beaucoup plus grand que celui que l'administration en a tiré. C'est une fonction qui est très valorisante pour l'homme. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à lire les commentaires qui ont suivi les réponses que nous avons données sur ce site, et vous allez voir, 100%, pour moi, ça a été un motif de fierté extraordinaire, parce que c'était un véritable plébiscite auquel je ne m'attendais pas. C'est donc valorisant pour les titulaires du pouvoir, les détenteurs de pouvoir, c'est valorisant pour les politiques publiques et c'est valorisant notamment, naturellement, pour les citoyens. Pourquoi? Parce que le pouvoir est appréhendé de manière institutionnelle et informelle, de manière matérielle et symbolique. Pour beaucoup de citoyens, l'autorité n'est pas physique, elle est informelle, elle n'est pas matérielle, elle est symbolique. Et dans cette représentation, la communication institutionnelle doit couvrir tout. Il faut expliquer aux citoyens c'est quoi l'autorité, c'est quoi l'organisation. Il faut lui transmettre l'action publique à travers des messages, à travers l'examen de phénomènes nécessaires à la gouvernance. Et parce que la réception et la perception et la représentation sont des éléments essentiels dans la détermination de l'action. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que lorsqu'il s'agit de décisions stratégiques dans tous les pays, et notamment pour les enjeux électoraux, on procède à ce qu'on appelle les mouvements d'opinion. On essaie de savoir qu'est-ce que pense l'opinion publique d'une décision, d'un acte, d'un enjeu électoral, d'un enjeu politique. Donc c'est un élément essentiel qui permet d'appréhender le pouvoir à travers un ensemble de valeurs dont la symbolique est également essentielle. Elle permet aussi et surtout d'expliquer, d'informer, d'expliquer, de convaincre. Elle permet aussi de contrecarrer les idées reçues, les préjugés installés, les stéréotypes habituels, et de positionner le pouvoir dans la sphère dans laquelle agissent beaucoup de diffuseurs multiples de messages. Et aujourd'hui, voyez un peu ce qui se passe au Maroc. Aujourd'hui, dans la sphère de la communication des flux d'informations, l'État est absent, le pouvoir est absent, et ce sont donc les diffuseurs de l'information qui en ont le monopole. Et donc ils orientent la décision, ce sont toujours ceux-là qui orientent l'opinion et qui détournent l'opinion. Parce que l'État, parce que le pouvoir public sont absents dans cette sphère, dans ce faisceau de diffuseurs multiples de messages. Parce que les médiateurs, c'est bon, c'est leur rôle, c'est leur fonction, c'est leur profession, mais souvent, comme disait tout à l'heure Sertori, nous sommes dans une phase de transition où la liberté que certains ont estimé avoir retrouvée, porte à abuser. Parce qu'on devient détenteur d'un pouvoir, à partir du moment où on a une ligne éditoriale, on a un journal, on a une très grande diffusion, ça vous confère énormément de pouvoir, et comme disait Montesquieu, tout détenteur de pouvoir est tenté d'en abuser, et donc on est tenté d'abuser de ce pouvoir pour orienter, alors qu'il s'agit d'enjeux graves, dans lesquels c'est le sort, l'avenir d'un pays qui est en jeu. Vous avez vu comment, parfois, on a même utilisé abusivement la question nationale pour servir les intérêts de nos ennemis. Donc l'État ne doit pas être absent dans cette sphère de diffuseurs multiples de messages. Et il faut aussi se libérer du postulat qui nous habite et qui consiste à considérer que les médias sont les seuls intermédiaires patentés. C'est des intermédiaires patentés pour expliquer, pour commenter, pour informer, mais ils ne doivent pas être les seuls. Il y a danger à ce que l'administration reste ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire sourde et muette. Sourde et muette face au flux d'informations. Elle est absente à l'écoute de l'opinion, elle est sourde aux appels et aux attentes des citoyens, et elle est muette parce qu'elle n'émet pas de réponse. Même quand, on le voit beaucoup ici à Oujda,
La rumeur est un sport par excellence à Oujda. Mais l'administration est absente dans la réponse à la rumeur. Et la rumeur est quelque chose de tout à fait normal, c'est un phénomène social normal. Et dans la science du journalisme, on dit que lorsque l'information est absente, la rumeur s'installe. Donc si on veut éviter que la rumeur ne s'installe, il faut injecter de l'information et de la bonne information, mais sans aller vers les jeux des extrémismes. Et les silences de l'administration peuvent être interprétés parfois comme une reconnaissance des fautes qu'on lui attribue, comme une reconnaissance des déficits de résultats qu'on lui impute. Il faut donc prendre le dessus sur cette question pour intégrer la sphère des intervenants, des médiateurs dans le champ de la diffusion des messages. Ça peut être pour renvoyer des actions menées par les pouvoirs publics à destination de l'opinion ou de certains segments de l'opinion, ça peut être pour expliquer des phénomènes, ça peut être pour l'application d'une règle ou d'une procédure nouvelle, ça peut être pour s'inscrire tout simplement dans le devoir d'information. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il est communément admis que cela s'inscrit dans ce qu'on appelle la théorie démocratique de la communication. Ça veut dire qu'il faudrait que la transparence s'installe versus l'opacité, versus le secret, et à installer pour rendre plus crédibles les processus de décision. Les processus de décision ne seront crédibles qu'autant que le citoyen est au fait de tous les éléments qui ont contribué à la formation de la décision. Lorsque votre sanction est une sanction détachée de l'implication du citoyen, elle peut être la plus positive possible. La réceptivité n'est malheureusement pas au rendez-vous. Et donc la communication institutionnelle est aujourd'hui admise par toutes les théories comme un nouveau médium, comme un nouveau vecteur en propre. La communication institutionnelle est un médium en propre que le pouvoir doit investir, que le pouvoir doit maîtriser, non seulement comme émetteur, mais aussi comme support et son propre vecteur. Développer de la communication en propre, cela refère aux médias de masse, en généraliste que spécialisé, mais cela permet de démontrer que l'administration peut être en propre également un vecteur de la communication. Toutes les théories s'accordent aussi à considérer que la communication doit aujourd'hui suivre le pouvoir comme son ombre. L'administration, et c'est un peu votre sujet, l'administration et le pouvoir et la communication doivent avoir des liens consubstantiels, doivent avoir et développer des liens consubstantiels, parce que la politique a besoin de communication pour se réaliser. Aucune politique ne peut se réaliser si elle ne se construit de façon pleine et entière sur une communication professionnelle, parce qu'on est face à la socialisation des médias, véhicules et diffuseurs d'un flux d'informations considérables qui sont de puissants impacteurs sur la société, et donc l'administration doit s'adapter à cette socialisation, à cette nouvelle idéologie de la communication, et doit pouvoir, pour cela, développer des savoirs, des savoir-faire et même des savoir-être. Pourquoi je dis des savoir-être? Regardez aujourd'hui ce que la télévision a produit en termes de communication institutionnelle. Eh bien, aujourd'hui, l'autorité politique doit non seulement avoir la légitimité politique dont on parlait, mais elle doit pouvoir se mettre en scène. Il faut se mettre en scène. Quand vous allez à la télévision est un médium dangereux. Soit ça vous réussit totalement, soit ça vous démolit totalement. Comme disent les Américains, 1 minute de télévision, ça peut être votre chance ou ça peut être votre mort. Et pour cela, on a appris à mettre en scène. Quand vous allez à la télévision, on vous coiffe, on vous maquille, on vous dit voilà comment vous devez vous habiller. Si vous êtes mal habillé à la télévision, vous êtes cuit. Si vous avez une couleur qui ne suit pas, vous êtes cuit. Si vous n'êtes pas télégénique, vous êtes cuit. Donc il y a une mise en scène dans la communication qui est essentielle. Non seulement une mise en scène, mais une mise en récit. Une mise en récit, si vous ne savez pas parler, c'est la catastrophe. Mais ce n'est pas fatal. Aujourd'hui, quand on arrive en Occident, au gouvernement, on vous apprend à parler. On fait ce qu'on appelle des media training. Les media training, vous êtes nommé ministre, et bien vous passez 2 mois à apprendre comment vous comporter devant la caméra. On vous apprend comment vous habiller devant la caméra, à utiliser les petites phrases qui font sensation.
Souvent, vous voyez des grands ministres ou des petits ministres employer des petites phrases. Vous vous dites, ils sont géniaux, mais ils ne sont pas géniaux. On leur a appris ces petites phrases. Avant de venir à la télévision, il a bien noté, etc.